Donc on va enchaîner sur la dernière partie des présentations. Un petit courage et après ça sera l'apéro. Bon alors là vous avez eu des présentations pour certaines assez techniques, très concrètes. L'idée pour cette présentation là c'est plutôt de se projeter dans quel est l'avenir d'une certaine partie du test et quel sera le rôle de l'intelligence artificielle par rapport au métier du test logiciel. Donc, quels sont les sujets qu'on va aborder? Premièrement, on va essayer rapidement, ne vous inquiétez pas, de définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle, le deep learning, juste pour qu'on ait des notions de base communes pour enchaîner sur le reste de la présentation. À quoi ça peut bien servir de faire de l'IA dans les tests? Donc c'est les enjeux liés à ça. Et donc on a essayé de prendre une petite synthèse sur les familles de tests qui pourraient être impactées. Quels outils existent déjà aujourd'hui? Et puis qu'est-ce que ça pourrait donner dans un futur proche et lointain? Alors l'IA c'est quoi? Bon, on a différentes définitions, des images qui nous viennent en tête. Alors ça c'est pour ceux qui ont plus d'une quarantaine d'années. 2001, l'Odyssée de l'espace. Après, souvent une problématique, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de réparti, un petit peu de partout dans le réseau, dans l'Internet. Mais c'est des choses qui peuvent aussi faire un petit peu plus peur sur qu'est-ce que ça peut bien faire une fois que l'IA a pris la main. Donc là, c'est un petit peu moins rigolo. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut essayer de préciser le vocabulaire. Donc, quand on parle d'intelligence en France, c'est pas à l'origine pas exactement la même signification que sur l'approche anglaise. En tout ce qui est intelligence service, par exemple, ça va être plus lié à la connaissance, à la gestion des données, à l'exploitation des données, plutôt qu'à l'intelligence. L'intelligence, en fait, fait souvent appel à la notion de conscience. C'est un des dénominateurs principaux, ce qui n'est pas le cas pour un robot ou une IA aujourd'hui. Il n'y a pas d'algorithme de la conscience pour l'instant, en tout cas. Alors, quand on parle d'IA, on parle souvent de capacité d'une machine à apprendre par elle-même. Ça, je pense que c'est une des caractéristiques principales. Donc, pour ce faire, on a besoin de nourrir cette machine avec des données de référence. Et l'autre aspect, c'est sa capacité à communiquer d'une manière naturelle, entre guillemets, avec des êtres humains, sans avoir besoin de programmes déterministes en amont. Voilà pour un petit peu ces précisions. Donc l'intelligence artificielle, autrement, c'est un concept qui a été développé à l'origine par tout ce qui est machine de Turing. Donc il y a un test de Turing qui a été développé pour savoir à partir de quand on pouvait estimer qu'une machine était intelligente. C'est dans sa capacité à dialoguer avec un être humain sans que l'être humain s'aperçoive qu'il discute avec une machine. Donc c'était un des premiers tests qui a été mis en place et qui a été passé dans un certain cas de figure aujourd'hui. Donc ensuite, tout ce qui est machine learning, eh bien, donc c'est faire agir un ordinateur d'une certaine façon sans le programmer. Voilà, vous avez un petit schéma sur la programmation classique et sur le machine learning. Donc le deep learning ou l'apprentissage profond, c'est un vocabulaire, une thématique qui va revenir régulièrement. Et souvent, ça va fonctionner au niveau algorithmique par des traitements en différentes couches d'analyse où chaque couche va récupérer le résultat de la précédente. Donc il y a deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage, le premier c'est l'apprentissage supervisé. Donc on va le retrouver sur des applications de reconnaissance vocale, d'OCR, reconnaissance d'images et de formes, détection de spam. Donc on va, vous avez une petite synthèse du processus qui est mis en
en œuvre à ce moment-là. Et puis vous avez les apprentissages qui sont non supervisés. Donc là, il n'y a pas de valeur de sortie, c'est des applications plus type détection d'anomalies. Donc on n'a pas besoin d'apprendre à la machine qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Elle va analyser les données d'entrée de votre système. Elle va détecter des comportements dits anormaux. Donc c'est une mise en œuvre qui est encore plus rapide, alors, qui ne va pas correspondre à tous les cas d'usage, mais qui est une façon de travailler pour l'apprentissage. Alors il y a une notion qui est très intéressante, c'est la notion de Generative Adversarial Network. Donc là, en gros, c'est une IA qui va apprendre à une IA, donc, où c'est des IA qui vont travailler ensemble pour s'améliorer l'une l'autre. Donc en fait, on va avoir des entrées qui viennent du monde réel, par exemple sous forme d'images, et puis des générateurs de données en parallèle qui vont être envoyés sur un discriminateur, donc qui doit, lui, décider si l'information est juste ou fausse, ou si l'image correspond, par exemple, à une image de référence. Donc ça permet que les systèmes s'améliorent les uns les autres, et ça va nous permettre, dans les outils de test, d'arriver à des résultats assez intéressants. Alors, pourquoi de l'IA dans les tests? Les enjeux sont assez simples, c'est aider les êtres humains dans leur travail. On a vu dans les présentations précédentes un petit peu ce qu'on pouvait faire en termes d'automatisation. Et on voit bien qu'une des problématiques, c'est comment maintenir tous ces scripts dans un environnement qui est agile et donc en constante évolution. Donc au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça a ses limites, ou en tout cas que c'est très coûteux. Donc il faut trouver des moyens pour diminuer ces coûts de maintenance ou simplement l'approche du test. Donc un autre enjeu, ça peut être d'anticiper les risques pour optimiser l'effort de test. Donc là, on est carrément dans du prédictif. Donc le système va nous dire où vont apparaître les prochains bugs par l'analyse des données. Donc tout ça, on voit aussi que ça peut fonctionner que quand on a des données à exploiter. Alors que quand on commence un projet, évidemment, on n'a pas de données à exploiter. Donc ça ne va pas s'appliquer à tous les domaines du test. Mais une fois qu'on a formalisé des stratégies de test et un modèle de base, ça va pouvoir se mettre en œuvre dans l'aspect itératif du projet. Une autre problématique classique dans notre métier, c'est générer les jeux de données de test. Donc ça, c'est juste une phrase, mais ça peut représenter des mois de travail. Et l'IA peut également intervenir sur ces sujets-là. Et puis carrément casser l'approche du test en disant on va tester d'une manière différente. Et l'IA, dans sa conception, est différente de la façon d'un être humain de fonctionner. Et ça peut apporter des résultats complémentaires. Alors, on a commencé à évaluer un certain nombre d'outils et on a essayé de faire une petite synthèse sur lequel on va revenir plus en détail par la suite. Donc évidemment, il y a aujourd'hui quand même beaucoup d'outils qui viennent du monde du test unitaire, du test qui teste du code. Donc évidemment, on peut implémenter facilement une approche algorithmique. Et tout l'enjeu, ça va de voir si on peut aller plus loin. Alors, effectivement, les pistes, comme on en a parlé rapidement, c'est les détections d'anomalies, de comportements anormaux dans un process, dans une exécution d'un logiciel. Et c'est aussi rendu possible par le fait qu'on va monitorer ce qui se passe en production. Donc ça peut être des anomalies détectées dans des phases de test, mais aussi en production. L'analyse prédictive des risques, là on se base sur l'analyse des logs de vos productions, aussi bien du côté du développement que du test, pour estimer où vont apparaître les fragilités du système dans la prochaine release. Et donc, plutôt que faire une TNR à l'aveugle,
on va faire une TNR ciblée en disant on va passer une TNR que sur tel module, tel composant, parce qu'on sait que là, on a une chance sur X que ça casse. Alors on s'est aperçu qu'on pouvait aussi faire, on a peu parlé de modèle, le modèle base testing c'est une autre approche du test, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre par rapport au temps que ça prend. Mais si on analyse, l'IA peut aussi analyser ce qui se passe en production, le comportement, les actions faites par les utilisateurs sur le système et en déduire le modèle. Et même intégrer la notion de fréquence d'usage pour générer des modèles sur les cas les plus représentatifs. On va voir aussi qu'on peut faire de la génération de jeux de données de tests pertinents ou plus pertinents, donc améliorer la qualité et la volumétrie des jeux de données. Ça peut également être utile dans tout ce qui est maintenance des tests automatisés au niveau des interfaces graphiques. Identification d'anomalies d'affichage. Donc, quand on fait de l'automatisation de tests avec Selenium ou autre, on va reconnaître des composants, des objets. Avec l'IA, on peut aussi passer sur une approche qui est différente et reconnaître d'une manière graphique le composant. Et l'IA va le reconnaître même s'il bouge dans l'application de manière autonome. Et enfin, on peut optimiser les tests de non-régression avec des choix d'enchaînement de tests qui soient plus pertinents en termes d'efficience. Donc, en termes de prédiction des défauts, l'idée, c'est de faire entrer des données propres à l'évolution d'une version et de la comparer à une version N. Donc, on va comparer une version N plus 1, N plus 2, N version N, une version initiale. Et on va pouvoir en déduire des défauts probables. Donc là, on ne voit pas tout le slide, mais grosso modo, l'idée c'était de voir quels sont les meilleurs prédicateurs en termes de data sur cette approche-là. Donc il peut en avoir plusieurs sur la complexité du code, le nombre de dépendances, le nombre de refactoring. Donc on va voir que c'est surtout sur le nombre de dépendances, la révision des composants, le nombre de refactoring, qu'on va trouver des indicateurs intéressants à utiliser. La rétromodélisation, dont on parlait rapidement dans le tableau précédent. Donc l'idée, c'est d'arriver à régénérer un modèle automatiquement par l'analyse des actions pertinentes. La reconnaissance donc, des GUI, donc là, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre, par la vision par ordinateur, de reconnaître des éléments de l'interface graphique par leurs caractéristiques. On pourra revenir plus dans les détails avec des exemples sur les outils. Sur tout ce qui est données d'entrée et jeux de données. Donc là, la problématique, c'est effectivement devoir gérer un espace qui est très grand au niveau de la création et de la sélection de tests pertinents par le testeur. Et donc c'est sur ce genre de problématique qu'on peut utiliser les GAN pour générer des jeux de données d'entrée et pour intervenir sur la classification des données d'entrée qui soient pertinentes. L'optimisation des tests de régression, on voit que quand on fait des tests de non-régression, on peut avoir différentes combinatoires possibles dans l'enchaînement de ces tests de non-régression. Mais dans quel sens, dans quelle séquence les réaliser? Souvent, on ne se pose pas toujours la question. On va dire, tiens, on a un patrimoine, soit on le passe à la main, soit on l'automatise. On va toujours le passer dans le même sens. En fait, chaque test case est souvent mappé avec une exigence en termes de risque. Donc, on peut savoir quelle est la criticité de l'exigence associée. On peut savoir dans quelle branche du logiciel le test case est connecté. Et en rentrant ces données dans des algorithmes d'IA, on va pouvoir avoir
une classification de l'enchaînement des tests qui est préconisé pour atteindre en fait un maximum d'objectifs de tests avec un minimum de 4 tests. C'est une problématique qu'on retrouve aussi dans le MBT avec la notion de chaîne de Markov. Quand on fait du MBT, les algorithmes, donc là c'est plus de la statistique en fait, vont essayer de déterminer les branches qu'il faut utiliser pour diminuer le nombre de cas de tests pour atteindre les objectifs de test. Là on peut faire la même chose mais sans avoir à modéliser. Donc quels sont les critères d'optimisation des TNR? Il faut que ce soit des tests qui permettent de diminuer le temps d'exécution. Il faut qu'on puisse réduire le nombre de cas de tests pour atteindre un objectif de test, donc c'est ce que je viens de vous dire. Il faut que ce soit des tests permettant une couverture complète, donc il faut que la chaîne des TNR permette de garantir un taux de couverture de 100%, par exemple. On s'aperçoit aussi qu'en fait, il y a une corrélation avec les changements de code récents. Donc si on sait faire un mapping entre les test cases et les changes dans le code, on va savoir quels test cases sont impliqués par les changements. On retombe sur la notion de cartographie d'impact que vous devez connaître. Et bien, ça va être un critère qui va être pertinent dans l'approche de l'algorithme. Et puis, quelle est la corrélation qu'il y a entre le test case et le niveau de criticité ou d'exigence, voire de complexité du requirement. Donc ça, voilà, c'est les thématiques, enfin, c'est les données d'entrée qui vont permettre à l'algorithme de dire, bah tiens, je vais faire le test case 1, le 3, le 4, le 7, le 2, et là, je vais gagner du temps, je vais gagner en productivité. Donc si vous faites vos tests de non-régression manuellement, déjà, ça va vous faire gagner du temps et de l'efficience. Parce que souvent, on fait de la TNR parce qu'il faut faire de la TNR, ça rassure, mais on ne sait pas toujours l'efficience de nos TNR. Au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne trouve même plus de bugs, donc il faut refactorer ça. Et donc, ces algorithmes vont nous dire, tiens, tu veux refactorer ta TNR? Voilà ce que je te propose. Ah bon, comment Et bon, alors, un être humain peut faire la même chose dans un périmètre où on a un nombre de données qui est assimilable. Mais au bout d'un moment, un être humain ne peut pas assimiler l'ensemble de ces données. Et c'est bien là, tout ce qui est multicritères, multi-axes d'analyse, où le cerveau humain, au bout d'un moment, n'a plus cette capacité-là, il n'est pas programmé pour ça. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir des aides à la décision, en fait. Après, il y a des outils qui sont intéressants, qui sont à la frontière de l'IA. On en a parlé, donc c'est l'automatisation des tests de non-régression et utilisation des releases précédentes comme oracle de test. Donc ça, c'est un petit peu différent d'une approche automotive classique. Recherche de données d'entrée, donc c'est pour maximiser la couverture de code et par rapport aux fonctionnalités. Donc là, on le voit dans des outils comme EvoSuite sur le test unitaire. L'analyse statique de code, vous l'avez vu avec des outils comme Kiwan en Dojo. On peut se servir des outils d'analyse de code qui vont voir les faiblesses du code par rapport à de l'architecture, à de la sécurité, à des règles de codage. Et grâce à la cartographie d'impact, on va pouvoir affiner notre stratégie de test par rapport aux données qui viennent des outils, en fait, qui viennent des outils du dev. Ça, c'est l'analyse statique, c'est utilisé dans un environnement de développement. Non. Mais là, nous, par exemple, certaines sociétés travaillent là-dessus et on travaille là-dessus et c'est en train de migrer, parce que comme on fait de l'agile, on fait du DevOps, il n'y a plus d'équipe de test ou il n'y a plus d'équipe de dev. Il y a une team qui travaille ensemble. Et voilà, ça rejoint toutes les discussions qu'on a eues ce soir. Donc, il y a une fusion en termes de profil, il y a une fusion en termes d'outils. Et l'IA va être un outil de plus qui va permettre de gagner en productivité
mais ça va encore rajouter une couche au testeur sur sa capacité à comprendre l'algorithme associé. Quand on se plonge dedans, c'est nettement moins drôle, parce que c'est des mathématiques pures. Alors, il y a une autre catégorie de tests qui est intéressante, où là, il n'y a pas besoin de beaucoup de données d'entrée, c'est les stress tests automatisés. Donc, c'est la génération aléatoire d'actions et de données d'entrée. L'objectif, c'est de mettre le système dans un état qui soit bloqué ou carrément faire crasher le système. Alors, ce n'est pas toutes les familles de tests, mais c'est des familles de tests qu'on peut utiliser facilement. Ça demande peu d'informations de la part du testeur. Les résultats sont faciles à interpréter, mais plus longs à traiter par la suite. Parce que si on a 104 tests qui amènent soit sur des pages mortes, sur un site web, ou il faut les traiter une à une, et ça, par contre, ça prend du temps. Alors, j'ai travaillé avec Vincent Mijoul, qui est un de nos collaborateurs, sur les outils un petit peu plus en détail. Donc, je vais laisser un petit peu prendre la présentation des outils. Alors, je vais peut-être juste faire celle-là, parce que c'est moi qui ai travaillé sur celle-là, puis te laisser la suite. Donc, on a identifié 3 outils sur ces thématiques-là. Google Monkey, que certains doivent connaître, qui est intégré aux outils de dev Android. Donc ça fait du fuzz testing tool avec un aspect purement aléatoire. DynoDroid, qui est également en open source. Alors l'intérêt par rapport à Google Monkey, c'est que ça propose une approche qui est combinée entre l'être humain et l'outil. Donc c'est un peu une approche hybride. Et Sapiens, qui a été poussé par une université en Italie de mémoire, il travaille sur la notion de search-based testing. Donc rien que ce terme, on peut y rester des heures, mais vous pouvez vous renseigner sur ces notions associées. Donc c'est basé sur des techniques de recherche méta-heuristiques. Donc on va retrouver des algorithmes génétiques, de recherche de type tabou, optimisation combinatoire. Et ça va permettre d'optimiser les données ou les cas de test. Donc là, on n'est plus dans une approche complètement aléatoire. Le système va analyser votre application mobile, va analyser toutes les actions qui sont possibles, et lui, quand il va se mettre à tester, il va se mettre à tester sur des cas d'usage qu'il estime les plus pertinents. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ils l'ont testé sur les 1000 principales applications mobiles du market. Ils sont arrivés à trouver plus de 500 bugs qui n'étaient pas identifiés auparavant, alors qu'ils sont passés dans toutes les phases de test parce qu'ils sont sur le market. Alors, quelle est la pertinence, la gravité de ces bugs, on ne sait pas vraiment, mais c'est quand même assez intéressant, parce que de toute façon, c'est très facile à lancer, et ça peut être complémentaire au reste. Je laisse peut-être la parole à Vincent. Alors, il y a plusieurs outils qui aujourd'hui revendiquent l'utilisation d'IA. Un d'entre eux, donc, c'est Functionize. Alors, Functionize, il est entièrement dans le cloud. Il est basé sur une extension qu'ils ont développée dans Chrome qui permet notamment l'enregistrement automatique de tests ou de cas de test. Donc, Functionize, il permet la génération automatique de tests à partir de ce que vont réaliser spécifiquement les utilisateurs. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un peu, on intègre une balise JavaScript dans le code du site web en production, et ça permet à Functionize d'aspirer des données et du coup permettre de créer des cas de test pertinents par rapport à vraiment l'utilisation réelle du produit. Donc l'IA est utilisée à plusieurs niveaux dans Functionize. Donc, ils font du computer vision pour détecter des anomalies d'affichage et aussi pour réparer l'identification des éléments d'affichage. C'est un peu ce qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure qu'a présenté Julien sur Selenium. Ils utilisent tout ce qui est identifiant, XPath, ou toutes les données qu'on peut récupérer qui caractérisent un élément dans la page Internet. Mais si jamais ces éléments sont cassés, la partie IA Computer Vision permet de retrouver cet élément dans la page web. Et donc
réparer automatiquement un script de test qui aurait été cassé parce que le développeur a changé l'ID ou a changé la classe CSS ou quelque chose comme ça. Functionize fait aussi on a parlé de rétro-modélisation, c'est-à-dire il est capable de retrouver, effectivement, le modèle de votre site internet. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, on a beaucoup parlé de model-based testing. La contrainte du model-based testing, c'est qu'il faut générer le modèle. Et en général, on n'a pas le temps, ou le modèle se crée au fur et à mesure de la création de l'application, surtout en agile. Donc là, alors la contrainte, c'est effectivement d'avoir un produit en production, puisque sinon l'outil de test ne peut pas fonctionner. Mais on régénère en fait le modèle à partir de l'application. Et donc à quel stade l'IA intervient, on le reverra dans AppDiff, mais c'est quand vous avez une application, vous avez un nombre de branches très grand à explorer, et l'IA permet en fait d'explorer que les chemins les plus pertinents. Donc voilà un peu comment Functionize se revendique leur positionnement. Vous avez donc sur la partie gauche tout ce qui est outils plutôt utilisés en local. Les outils dans le cloud, donc on retrouve Sauce Labs, BrowserStack. Mais tous ces outils ne sont pas basés sur l'IA, donc eux, c'est une sorte de Sauce Labs avec de l'IA pour automatiser encore plus tout ce dont j'ai parlé, donc création de cas de test, réparation de cas de test. Donc ça, c'est une petite vidéo sur un point spécifique, c'est comment l'IA est utilisée pour tester les performances d'affichage, mais on parle bien de performances d'affichage. En général, ce qu'on a d'accessible, c'est les performances en termes de temps de chargement, mais ce n'est pas forcément le temps de latence perçu par l'utilisateur. Donc l'IA permet, grâce à de la vision par ordinateur, de faire ça. Donc là, il y a une page qui va se... Donc l'IA a analysé les différents éléments qui devaient se charger. Et donc on voit, alors c'est un ralenti, hein, mais on voit donc les différents éléments se charger les uns après les autres. Et on a ensuite accès dans un report. On a accès aux différents temps de chargement de chacun des éléments. Donc c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc là on a sur la gauche tous les éléments et des images, les boutons. Et on peut voir si certains éléments ont mis effectivement trop de temps à s'afficher par rapport à ce qui est acceptable. Voilà. Alors deuxième outil qui fait aussi beaucoup appel à l'IA, c'est AppDiff. Donc AppDiff, c'est aussi un outil dans le cloud, mais c'est uniquement pour les applications Android. Donc le principe, c'est vous uploadez votre APK, et puis à partir de là, votre appli est testé automatiquement, alors plutôt sur des émulateurs. Donc l'IA, là aussi, est utilisée un peu comme pour Functionize, est utilisée pour parcourir les branches de l'application. Donc là, on a un exemple sur la droite, donc c'est par exemple un écran d'accueil. Là, vous avez, donc là, ce que va faire l'appli, c'est qu'elle va lister toutes les actions possibles. Donc là, vous avez cliqué sur le champ login, cliqué sur le champ password, mais vous avez aussi tout un tas d'actions qui sont, on va dire, moins prioritaires par rapport aux aspects business de l'application. Donc l'IA va faire de la classification, ou plutôt va utiliser de la classification pour dire, c'est plutôt, on sait que l'IA sait que l'étape login est importante en général dans une appli, donc va plutôt la prioriser. Et donc ça va permettre de parcourir le modèle, qui là aussi est rétro, l'outil fait de la rétro-ingénierie sur le modèle, et donc ça va permettre de parcourir ce modèle de façon pertinente, grâce si vous voulez, au poids ou aux probabilités qu'aura donné l'outil. Et enfin, dernière chose, oui, donc AppDiff fait des tests de non-régression sur l'affichage grâce au computer vision et à la détection d'anomalies. C'est-à-dire que l'IA est entraînée pour que si des éléments qui devraient être alignés ne sont pas alignés, il va pouvoir le détecter. Il va pouvoir aussi donc réparer les scripts comme j'en avais parlé tout à l'heure.
Alors un autre outil qui lui utilise tout ce qui est logique de séparation, c'est Infer. Donc ça permet de faire de l'analyse statique de code de Java et de C ou Objective-C. Donc ça a été racheté par Facebook il y a quelques temps. Et donc il permet de détecter un certain nombre d'anomalies. Donc tout ce qui est null pointer exception, tout ce qui est fuite mémoire et aussi les race conditions, c'est-à-dire quand vous êtes en environnement dans une application multithreadée. Donc là, on a une petite vidéo, mais je ne sais pas si on voit bien. Hop, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, si vous voulez, alors je vais décrire parce que je ne suis pas sûr que ce soit lisible. On a une application, en fait, on a 3 erreurs, donc trois défauts potentiels. Un déréférencement d'un pointeur qui peut être nul, un stream qui est ouvert mais qui n'est pas fermé qui n'a pas été fermé par le développeur, et enfin une sorte d'imbrication d'exceptions qui peuvent se produire. Donc on lance l'outil, on compile et on lance l'analyse. Et donc il trouve effectivement les trois défauts potentiels, il les trouve et donc ça permet de prévenir un certain nombre de défauts. Mais donc c'est relativement bien catégorisé. Donc pour l'instant c'est, comme j'ai dit, pointeur nul, fuite mémoire et conditions et race conditions. Alors EvoSuite, lui, là on est à la limite de l'IA. EvoSuite, il utilise un algorithme génétique, donc il crée une population initiale de tests, et puis par les procédés d'algorithmes évolutifs, il les fait se croiser pour essayer de créer des nouvelles populations. Et le principe, c'est que à chaque fois, on ne garde que la population la meilleure. Donc là, le critère pour dire quels sont les meilleurs individus, si je puis dire, en termes de tests, c'est la couverture d'instructions. Là, on cherche à générer alors c'est uniquement pour Java, donc on cherche à générer des JUnit qui vont permettre d'avoir une couverture de code à 100% et sur lequel après le développeur va pouvoir s'appuyer pour tester par contre la logique. Donc là c'est pareil, on a une petite vidéo, je ne sais pas si c'est très visible aussi, donc là c'est un exemple assez simple d'une pile avec plusieurs fonctions. Donc on a un constructeur, on doit passer la capacité, on a tout ce qui est push, pop, vérification est-ce que la pile est vide ou pas, et puis le visage de la pile. Donc on compile cette petite classe et puis on lance EvoSuite, et donc EvoSuite va faire ce travail d'algorithme évolutif. Donc c'est ce qu'on voit là en ligne de commande. Donc on voit la barre qui se remplit. Donc là il fait les itérations de population et de croisement de population et de sélection. Donc vraiment algorithme évolutif basé sur la théorie de Darwin. Donc on voit que là il a atteint les 99%, c'est la deuxième barre qu'on voit, il a atteint 99% de couverture d'instruction. Et donc on va ouvrir ce qu'il a généré. Donc il a généré automatiquement une classe de test avec différents cas de test unitaires. Donc le premier cas, c'est il va mettre 2 éléments dans la pile, il va en retirer un, il va vérifier que la pile n'est pas vide. Un autre cas de test, et il va essayer de créer une pile avec un nombre négatif. Voilà, donc tout ça c'est généré automatiquement. L'idée c'est vraiment de passer par toutes les étapes et notamment toutes les exceptions qui peuvent éventuellement être lancées par le programme. Voilà. Alors, pour conclure, effectivement, où est-ce que ces tendances peuvent nous amener dans notre métier? Effectivement, donc on a vu la migration des tests manuels vers les tests automatisés, et
ce que peut apporter l'IA déjà aujourd'hui dans le métier du test. On s'aperçoit que quand même, en termes d'outillage, on est plus sur des tests plutôt de bas niveau, entre guillemets, c'est-à-dire des tests unitaires. On voit qu'on va pouvoir l'implémenter relativement rapidement sur des problématiques de tests d'intégration, voire de tests système, notamment sur les problématiques de génération de données, grâce aux générations de données d'entrée. On va pouvoir faire du prédictif, donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc on est dans une phase où l'IA va intervenir plus dans de l'aide au choix. Par contre, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que, à force d'aider au choix, l'homme ne va pas se reposer de plus en plus sur les outils, comme on peut le voir dans plein de domaines, et au bout d'un moment, on est dépendant massivement de ces outils, où on ne sait même plus vraiment ce qu'ils font. On n'a plus la capacité à... Enfin, même dans certains algorithmes d'IA, même les spécialistes de l'IA ne savent pas vraiment le traitement qu'il y a derrière. Ils savent le principe de fonctionnement, ils voient le résultat. Mais... Donc c'est une des problématiques qui peut effectivement se poser. Mais en tout cas, ça peut continuer à évoluer vers tout ce qui est compréhension des exigences métiers. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à essayer de communiquer entre l'humain et la machine. C'est quoi? L'humain, il dit voilà, moi ce que j'aimerais en tant que chef de projet, je voudrais une application qui fait ça. Bon. Et aujourd'hui, donc, on s'aperçoit qu'on doit rédiger des documents, on s'aperçoit que les textes, chacun peut les interpréter, donc il y a des erreurs d'interprétation. Après, il faut que le développeur comprenne ce que le product owner a voulu dire. Donc il y a des inférences de communication. Et donc, un des objectifs qui peut être intéressant de creuser, c'est que ces systèmes comprennent des exigences métiers, modélisées ou pas. Et générer automatiquement les cas de tests, ou faire des tests sans générer de cas de tests de manière structurée, mais d'aller exécuter des tests de manière plus ou moins aléatoire, mais avec une certaine... logique dans l'optimisation des tests et la pertinence, l'efficience des tests. Donc ça, on n'y est pas encore, vous l'avez vu, mais on a essayé de vous donner une vision des tendances qui sont en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans... ça, c'est pas propre au métier du test. Il y a deux scénarios, c'est même des philosophes qui sont en train de travailler là-dessus, chacun a ses idées. Quand on interviewe des leaders de l'IT, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont très craintifs sur l'IA, ils disent faites attention, c'est un danger, d'autres qui sont très optimistes, donc il n'y a pas de réalité, mais il y a des tendances, c'est-à-dire que certaines personnes vont penser que les systèmes seront toujours là pour aider l'être humain à faire des choix, l'aider dans son travail. Mais une autre approche, c'est que progressivement, l'autorité des humains passe aux algorithmes. Donc l'humain devient de moins en moins utile dans le traitement des données. Donc ça peut arriver dans l'IT, mais dans plein d'autres domaines en fait. Donc on voit un peu ce qui est en train de se passer dans les métiers du test. Même chez les juristes, il y a des systèmes qui sont qui peuvent rédiger des propositions de loi. Il y a des systèmes, des boots qui rédigent des articles de presse. Ils ont utilisé ça pendant les derniers Jeux Olympiques. Donc il y avait des IA qui généraient des articles de presse et on voyait pratiquement pas la différence. Alors l'aspect intéressant, c'est que ça ouvre la porte à une nouvelle génération d'ingénieurs. Donc on a vu que les testeurs devaient être de plus en plus techniques. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ces mêmes personnes aient la capacité à implémenter certains algorithmes pour mettre une touche d'IA dans un process de test automation ou dans un process de test d'une manière générale. Après, les tests manuels seront toujours utiles et puis ça peut donner des jobs sympas et ça donne des jobs sympas, notamment quand on doit tester des voitures chez Tesla, par exemple. Ça, c'est du test humain. Il y a de l'IA qui est implémenté, mais à part un être humain qui conduit sur la route, c'est compliqué de se passer de ces étapes-là. Donc voilà, ça fait partie, je pense, des évolutions sur lesquelles il faut qu'on se prépare en tant que professionnel
de la qualité des logiciels. Après, il y a par exemple Jason Huggins qui a été interviewé sur ce sujet-là. D'après lui, donc lui, il a travaillé sur différents outils dont Selenium. On aurait facilement 10 à 15 ans avant de voir des IA vraiment opérationnels. Donc ça nous laisse un petit peu le temps de s'organiser. Alors, pour conclure, je voudrais conclure sur la notion d'intelligence collective dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on a commencé, nous, au niveau d'All4Test, à travailler sur ces thématiques, aussi avec des écoles comme l'ISTIA, qui vont nous aider à défricher les problématiques. Une fois qu'on aura sorti les enjeux, c'est-à-dire quelles sont les thématiques qui ne sont pas adressées aujourd'hui par les outils du marché, qu'est-ce qui manque, quels sont les trous dans la raquette, quels sont les enjeux techniques, on va pouvoir associer des labos de recherche comme l'INRIA ou autres, et des clients types qui peuvent apporter leurs problématiques et leurs données. Donc, sur un vécu, un historique de produits sur lequel on pourrait mettre en œuvre ces principes, donc expérimenter ces outils et déterminer surtout les thématiques sur lesquelles on pourrait développer des solutions plus opératives. Donc si vous êtes motivé dans vos entreprises, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail et on va essayer de créer un groupe de travail sur le sujet. Ça peut même déboucher sur des financements européens, des financements de crédit impôt recherche, et donc je pense que ça peut être très intéressant, et surtout que des entreprises françaises ou européennes participent un petit peu à cette course qui a été lancée aujourd'hui, que ce ne soit pas toujours de l'autre côté de l'Atlantique que ça se passe. Prochaine réunion sur la commission test et qualité, donc on se réunit tous les 2 mois à Telecom Valley. Donc là, l'idée, c'est de passer de l'autre côté du miroir. On a vu comment l'IA pouvait nous aider à tester, mais il y a une autre question, c'est comment on peut tester de l'IA. Parce qu'effectivement, les résultats des tests ne sont pas toujours connus, vu que c'est aléatoire. Donc, par exemple, comment tester un chatbot. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, on pourra travailler sur le sujet ensemble à la prochaine commission. Je vous remercie. Ouais.